Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et selon le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, les résultats des élèves de 4e ne sont donc pas suffisamment satisfaisants. Ils sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement. Et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. C'est ce qu'a dit en tout cas le ministre. On en parle aujourd'hui avec notre invité que nous accueillons, Jean-Paul Briguelli, qui est avec nous, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio avec nous. D'abord, un tour de table avec nos vraies voix et on commence forcément par Philippe Bilger sur cette école en péril. À côté de cette mauvaise nouvelle, il y a tout de même de la part du ministre l'annonce que pour la 6e, ça allait un petit peu mieux. Mais je rejoins ce qu'a dit Jean-Paul Briguelli qui pointe la responsabilité centrale de la réforme Abi avec le collège primaire. Mais la question de Sud Radio nous interpelle en proposant 3 responsabilités. Je suis navré. Ou les 3 d'un coup. Je mettrais les 3 ensemble pour expliquer pourquoi il y a le déficit. Parfois même d'aucuns parlent de désastre scolaire, mais comment dire, je voudrais clôturer cette première intervention en disant, en surestimant probablement, va dire François, le ministre Attal, je suis heureux, même si ça reste très superficiel, qu'on ait un ministre qui semble avoir pris la mesure un petit peu de notre déclin sur ce plan. Vous êtes enseignant, parent d'élèves, tiens, élève, appelez-nous au 0826 300 300 Françoise Degois. C'est marrant quand Philippe Bilger, entre guillemets, s'amourache d'un seul coup. Mais Gabriel Attal ne fait que répéter ce que Jean-Michel Blanquer a dit, ce que Najat Vallaud-Belkacem a dit, ce que François Bayrou disait déjà. Je me souviens de François Bayrou déjà. Moi, ce sujet, mais notre ami professeur va certainement nous éclairer. Mon sentiment est quand même que nous posons de toute façon éternellement, au moins 3 fois par an, dans les médias, toujours la même question, pourquoi ça va aussi mal, et que nous avons 3 fois par an, jamais, on n'a jamais les réponses en réalité. Moi, je dirais qu'il y a probablement peut-être un problème de surcharge de classe déjà pour commencer à enseigner. Moi qui enseigne d'autres matières, c'est très compliqué. Si vous avez 40 personnes ou si vous en avez 20, c'est des choses différentes. Mais je voulais surtout savoir quel est ce karma, cher professeur, qui fait que ça fait 25 ans qu'on pose toujours la même question sans aucune réponse. Jean Dorido. Ce que j'aime, ce que je retiens, c'est l'avis de nos auditeurs sur Twitter qui disent que ce ne sont pas les enfants qui sont responsables. Les élèves, 0%. Oui, parce que ça, c'est comme une réalité. Les enfants sont intelligents. Ils sont même très... Et même, vous savez, qu'en psychologie, on sait que l'intelligence augmente. C'est-à-dire que quelqu'un, le QI, la moyenne, c'est 100. Quelqu'un qui a 100 de QI aujourd'hui est plus intelligent que quelqu'un qui avait 100 de QI dans les années 20, par exemple. Vous parlez des enfants. Oui. Pour les personnes d'un certain âge, c'est différent. Non, mais sans blaguer. Les enfants. Oui, parce que là, nous, on a 100 à 5 en fait. On se donne du mal déjà. Et sans blaguer, c'est quand même. Et donc, pardon, sans anticiper trop, il y a quand même un bug dans notre système éducatif. Effectivement, j'aime bien ce qu'a dit notre invité. On a l'éducation nationale, c'est le plus gros. Pardon, Françoise, c'est le plus gros budget de l'État. Mais quand même. Pourquoi tu dis on pardon? A des sous-marins nucléaires en France. On a des trucs qui coûtent une fortune. Et ben le plus gros budget, c'est l'éducation. Et c'est une machine à construire des inégalités. Et ça, c'est dégoûtant. Et puis c'est un problème parce qu'on a besoin de personnes avec des bons diplômes, des bonnes formations pour plus tard. Jean-Paul Briguelli, c'est le premier budget de l'État, ça coûte plus de 150 milliards par an quand on compte l'État, les régions, les départements, les communes. On n'en a pas pour notre argent. Ça marche pas, voilà. Alors, si c'était une entreprise, elle serait en faillite depuis très longtemps parce que le retour sur investissement est à peu près nul. Voilà, c'est à fond perdu. Au moins, c'est clair. Parlons vrai. Où vont les fonds? Alors, pour reprendre ce que disaient vos invités, premièrement, bien sûr que c'est pas la faute des enfants. Les enfants sont une matière inerte que nous devons former et malheureusement, dans certains cas, déformer. Actuellement, ils sont plutôt déformés. Je voudrais revenir aussi sur l'affirmation sur laquelle tous les ministres, non, Najat Vallaud-Belkacem, s'est toujours félicité de la réforme qu'elle avait lancée. Oui, j'étais absolument certaine qu'il y aurait un truc sur Najat. Je l'ai mis dans un gouvernement bien fait, on va dire la convention 1793, elle passerait en procès pour atteinte à la sûreté. Non, mais soyez sympa, n'allez pas dans les excès. Deuxièmement, si on veut chercher qui sont les responsables, alors
il y a des politiques de droite et de gauche. Là, c'est à peu près à égalité. Les gens de gauche l'ont fait par idéologie. Je rappelle que la définition qu'Hannah Arendt donnait de l'idéologie, c'est ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Bon, et les gens de droite l'ont fait par bêtise, parce qu'ils ne connaissent rien à l'éducation et qu'ils ne veulent rien en connaître. Ah bah dis donc, c'est merveilleux, quel sens de la nuance. Les élèves sont là pour être défendus. Attendez. C'est absolument énorme, parce qu'ils se sont livrés à ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire la certitude que l'enfant devait dorénavant construire lui-même ses propres savoirs. Le seul qui a fait ça, c'est le petit Blaise Pascal. Vous savez, à 10 ans, il a retrouvé les 12 premiers principes d'Euclide, mais pas vous, pas moi. Voilà. Et certainement pas eux. Les parents ont une responsabilité écrasante. Les parents, ce sont ceux qui offrent des smartphones à des gosses de 10 ans, ce qui leur permet de surfer sur X-Hamster et Pornhub. Parce que ça, c'est la réalité technique, ce qui permet, et alors là, je peux vous donner des exemples précis, à des gamines de se prostituer dans les chiottes des collèges en 6e. Mais d'accord. Voilà. Quant à ce qu'a dit le ministre, c'est un excellent communicant, Attal. Et tous les 15 jours, il sort quelque chose qui va fracasser les foules. Il y a 15 jours, on nous disait que 45% des élèves de 6e ne savaient pratiquement ni lire, ni écrire, ni compter. On s'étonne maintenant, vu que l'on applique toujours la réforme du collège lancée par Najat Vallaud-Belkacem, voire précédemment, on s'étonne qu'en 4e, les chiffres soient les mêmes. Alors il faut comprendre ce que c'est qu'une statistique. Lorsqu'on dit que presque la moitié des élèves ne savent pratiquement ni lire, ni écrire, ça veut dire que c'est en moyenne, il y a des endroits où il y en a peut-être 10% et des endroits où il y en a 95%. Mon dernier livre s'appelle « L'école à deux vitesses ». C'est cette école qui a été construite patiemment, d'une façon organisée, savante, par tous les politiques depuis une quarantaine d'années. Si on veut, d'une façon ou d'une autre, réformer ce système, c'est-à-dire si on veut cesser de se priver des jeunes intelligences que nous maintenons dans le ghetto intellectuel, il faut totalement reprendre ce qui a été fait, par exemple, en finir avec le collège unique, parce que ce n'est pas vrai que c'est parce que nous avons beaucoup d'élèves que l'on n'y arrive pas. Quand on a beaucoup d'élèves compétents, ça ne pose aucun problème. En revanche, quand on a des élèves qui ont des grandes difficultés, il ne faut pas en avoir plus de 12 ou 13. Attendez, on va faire réagir les vrais voix, si vous permettez. La capacité soit proportionnellement inverse aux réalisations. On fait réagir les vraies voix, si vous permettez. Jean-Paul Brigelli, moi je rejoins, mais sans avoir votre savoir, en grande partie vos idées relativement provocatrices. Moi j'aurais souhaité vous demander à partir de quand vous situez ce basculement presque philosophique dans l'enseignement, c'est-à-dire le maître qui n'est plus écouté comme aux époques que j'ai connues, et l'élève qui devient d'une certaine manière l'enseignant principal. Est-ce que cette démagogie a commencé quand, à votre avis ? Alors en fait, contrairement à ce qu'on croit, ça a commencé avant 68. Le directeur général de l'enseignement scolaire en 62, vous savez, c'est le vrai ministre, les autres sont des pantins qui sont mis là en place pour faire joli. Le DGESCO, donc, comme on dit, a lancé une grande enquête pour savoir quel français on allait apprendre à l'école. C'est une question qui semble bizarre, parce que vous et moi, nous avons appris un français qui venait de La Fontaine, de Hugo, de Rimbaud, etc. Non, on a déterminé à ce moment-là qu'il fallait apprendre la langue de la rue. Le DGESCO en question s'appelait René Haby, il a été fait ministre de Giscard. Toujours lui. Oh là là, voilà, il n'y a pas de hasard. Quant à savoir le moment précis, c'est très simple, c'est la réforme Jospin, c'est-à-dire le moment où les élèves ont été censés construire eux-mêmes leur propre savoir, ce qu'on appelle le constructivisme, où on leur a donné la parole, c'est-à-dire qu'ils ont eu le droit de balancer n'importe quelle idée insensée face à celle du prof en disant « c'est votre avis, c'est pas le mien, mais qui tu es pour prétendre avoir un avis ?» Excusez-moi, pendant des années, le premier mot en classe, c'était silence.
Oui. C'est exactement comme à table. Jean-Paul Brigelli, les vrais voix veulent réagir. Non, mais les c'est pas la enfants ne peine. parlent pas à table. Je Les pense enfants ne parlent pas à l'école. Je pense il y a des inspecteurs généraux actuellement qui demandent qu'il y ait en classe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez je vous demande de vous arrêter avec gentillesse pour vous dire que moi j'entends vos méthodes éducatives. Moi je sors d'une famille de professeurs. Mon père était prof, ma tante, mes oncles, etc. Ça va de l'instituteur au prof de préparation aux grandes écoles. Heureusement. Excusez-moi, je voulais juste dire que vos méthodes éducatives vous illustraient parfaitement ce que vous pensez être l'idéologie, si vous voulez, de Hannah Arendt. Moi, je vous entends, j'entends votre dureté, une espèce de caricature que vous faites. Il n'y a aucune place à la nuance. Vous nous expliquez les smartphones. Les smartphones, c'est aussi, pourquoi pas, l'ouverture aux autres. Moi, je suis dans ma famille. Il y a des mômes qui ont entre 8 ans et 20 ans. Eh bien, voilà, ils savent écrire, un peu moins bien que nous, il est vrai, mais quand même, avec Google, puisque je cite Google, mais ils ont aussi une ouverture au monde. Ils envisagent de faire leurs études ailleurs, pourquoi pas en Italie, pourquoi pas aux États-Unis. Vous balancez tout était mieux avant, c'est le mieux avantisme avec un autoritarisme dont on n'en a rien à fiche. Je sais pas comment vous avez mené vos classes, hein, mon cher professeur. J'imagine que vos élèves ont très bien réussi. Je ne mets pas en cause votre fonction, mais sérieusement, soit vous êtes de la provocation, vous pouvez pas tenir ce discours sérieusement, c'est pas possible. Jean je vous le dis. Hein. J'ai mené mes classes. Alors je vais être clair. J'ai mené mes classes de façon à ce que chaque élève aille au plus haut de ses capacités. Ouais. Mon père, il a fait pareil. Il était agrégé de maths. Si possible, il a mené toutes ses classes avec de la douceur. En fonction de leurs capacités. Bah oui, c'est tout. Écoutez... Je ne cherche pas à les ouvrir sur la vie, à les ouvrir sur le monde, à leur faire comprendre l'écologie, à leur faire comprendre la bonne façon de manger, etc. J'enseigne le français. Et le français, c'est une langue très particulière qui est, quand elle est parlée, qui est comme de l'écrit. Je note que vous en tout cas, vous incarnez ce que vous proposez, puisque c'est vrai que c'est pas simple de réussir à être dans l'échange. C'est très très descendant, je trouve, votre intervention. Je vous le dis en toute transparence. Je ne vous rejoins pas, bien qu'ayant vécu un système éducatif plus traditionnel que ce qui existe aujourd'hui. Je vous rejoins pas quand je voudrais parler de la responsabilité des parents, puisque précisément l'école, elle est là justement pour pallier les difficultés des parents. On le sait, des enfants qui viennent du quart-monde et qui se retrouvent à l'école et qui sont des enfants très intelligents, pleins de potentialités et je vous trouve, je vous le dis, trop sévère en critiquant les parents. Je rejoins l'avis de François sur le smartphone. C'est un outil extraordinaire. Comme tous les outils, eh bien, il dépend de l'usage que l'on en fait. Bien sûr, la pornographie que vous évoquez, c'est un souci, évidemment. Pour autant, je vous trouve, oui, c'est vrai, trop sévère dans les critiques que vous faites auprès des parents. Les parents, ils font de leur mieux pour aider leurs enfants. Ils les envoient à l'école et c'est vraiment dommage que l'école ne soit pas plus performante. Ça, c'est un fait. On part au standard. Alors, on va reprendre la base. L'école, ça a été défini une fois pour toutes par Condorcet en 1792. Ça ne nous rajeunit pas, c'est vrai. L'éducation est du ressort des parents, l'instruction est du ressort de l'école. Oui, quant à l'informatique, je vous rappelle que les ingénieurs de la Silicon Valley envoient leurs enfants spécifiquement dans des écoles sans ordinateur, sans smartphone, avec du papier. Allez, Jean-Paul Brigelli, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Oui, on a compris. S'il vous plaît. 0826 300 300. Thomas qui veut réagir du Val d'Oise. Oui, merci beaucoup. Déjà, moi, oui, je voudrais revenir sur notre sujet. Je pense que ce sont avant tout les élèves qui subissent toutes les mauvaises décisions qui ont été prises depuis toutes ces années. Et je pense aussi qu'il ne faut pas confondre intelligence et réflexion. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on acquiert à l'école tranquillement, voilà, on apprend et ça se passe bien. Et la réflexion, en revanche, c'est tout ce qu'on va nous-mêmes pouvoir ressortir lors des discussions ou quoi. Et aujourd'hui, c'est la réflexion, je pense, qui est très très compliquée à mettre en œuvre. On a des programmes qui aujourd'hui sont trop spécialisés. Je pense, je suis entouré de professeurs et quand je vois les sujets qu'ils abordent avec leurs élèves, aujourd'hui, mon beau-frère professeur d'histoire géo me dit que lui, il se régale parce qu'il adore la géopolitique, mais ses élèves
en revanche, sont beaucoup moins passionnés, c'est beaucoup trop spécialisé. Juste une petite anecdote me concernant, lorsque j'ai fait ma JAPD il y a quelques années maintenant, ça remonte. Je suis passé pour un génie parce que j'ai su interpréter une grille de télépoche et dire que je pouvais pas regarder 2 programmes à la même heure sur 2 chaînes différentes. À peu près 90% de la session n'a pas su le faire. Et là, je me suis dit, ok, il y a un gros souci. Voilà. Très franchement, voilà, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment tout remettre en cause. Et comme disait votre invité au téléphone, l'instruction revient vraiment à l'école. Laissons la part d'éducation aux parents. L'école n'est qu'un acteur de l'éducation. Par contre, l'instruction, faut mettre le paquet. Faut vraiment y aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas. Vous restez avec nous. On vous récupère dans quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Paul Brigelli, d'avoir été avec nous, agrégé de l'ATX, professeur en classe préparatoire. Merci, les vraies voix. On fait une petite pause. Les élèves ont voté. Il y en a 1% qui pense que c'est la faute des élèves maintenant. Très bien. Il y en a 90% qui veulent jamais avoir un Brigelli comme prof. Je crois que c'est vos enfants qui votent. Brigelli, j'ai eu dans des salons. On revient dans un instant. Restez avec nous. 0826 300 300. À tout de suite.